Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ma présentation sur React. Je ne pensais pas voir autant de monde. Donc c'est bien, vous aimez tous le JavaScript, alors je suis sûr que vous êtes tous des cadors, ça va le faire. Donc je m'appelle Mathieu Ancelin, donc je suis développeur chez Serly. Dans la vie, je fais du Scala, du Java, beaucoup de JavaScript dernièrement, du web. Je participe à des projets open source, notamment j'ai créé le projet Reactive Couchbase, c'est un driver réactif pour accéder à Couchbase en Scala. Je fais également partie de l'équipe du Potoucha en Jug et je dis des choses plus ou moins intéressantes, plutôt moins que plus sur Twitter. Donc je travaille chez Serly. Comment ? Mais non. Il y a du troll, c'est pas cool. Donc je travaille chez Serly, donc je pense que tout le monde connaît Serly, vu que c'est nous qui organisons la conférence, etc. Donc je vais passer rapidement, parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc aujourd'hui, on va parler de React. Et d'abord, je voulais savoir qui est-ce qui a un petit peu joué avec React là dans la salle. D'accord, donc pas mal de gens. Alors qui c'est qui est allé au-delà du Hello World, qui a fait des choses un peu plus compliquées ? D'accord, déjà, il y a un petit peu moins de monde. Ok. Donc c'est bien parce que la présentation, c'est vraiment, on va reprendre les bases, on va voir ce qu'on peut faire avec React et comment faire les choses. C'est un peu un tour d'horizon, on va dire. Donc React, c'est quoi ? React, c'est une librairie JavaScript qui a été créée par Facebook. Donc c'est une librairie qui permet de faire juste des vues en JavaScript. Donc on affiche des choses et on répond à des événements de l'utilisateur. On fait rien de plus, c'est le V de MVC. Il y a pas de, c'est pas un framework full stack à l'Angular ou d'autres frameworks JavaScript. C'est vraiment juste des vues. Donc après, si vous voulez faire des choses en plus, il y a des librairies, il y a d'autres choses, mais React ne fait que des vues. Donc il a une surface d'API vraiment très petite, très minimale, ce qui fait que c'est très simple à apprendre. On va très vite apprendre React et à être fluent en React. Donc c'est un projet qui est utilisé par Facebook depuis assez longtemps et qui a été mis en open source depuis mai 2013. Donc depuis, il y a pas mal de contributions. Le projet grossit pas mal. Enfin, il y a beaucoup de contributions. Ça devient assez populaire. Donc Facebook l'utilise déjà dans l'application Facebook. Donc il y a pas mal de petits composants sur votre mur Facebook qui sont écrits en React. Et après, pas mal dans ses applications tierces pour les publicitaires, pour ses applications internes, etc. etc. Typiquement, l'application Instagram est écrite entièrement en React. Et Facebook, là, dernièrement, dans une conférence, a annoncé qu'ils avaient à peu près 15 000 composants en production, composants React en production actuellement. Donc quand vous allez voir la grosseur d'un composant React classique, on peut facilement faire 15 000, ça va, c'est pas non plus si démentiel que ça. D'un point de vue utilisateur de React, il y a beaucoup de monde, ce qui fait que même les gens de Facebook commencent à dire mais qui n'utilise pas React plutôt ? Donc qui utilise React là actuellement en prod ou sur des vrais projets ? Voilà, c'est bien les gars, bravo, continuez. Donc typiquement dans les utilisateurs, alors il y a Netflix. Alors Netflix ils font tout en React, que ce soit le client sur iOS, que ce soit le truc sur Android, même sur votre télé potentiellement c'est du React qui est utilisé. Le nouveau site Netflix est fait en React, donc voilà. GitHub utilisait ça aussi pendant un temps sur Atom, l'éditeur Atom. Je crois que c'est plus le cas du tout. Ils ont reswitché vers du Vanilla.js. Reddit, le site mobile est fait en React. Il y a un article super intéressant d'ailleurs à ce sujet d'un mec de Google qui a fait une analyse de perf dessus, c'est plutôt sympa. Et il y en a d'autres, il y en a même beaucoup d'autres. C'est pas du tout exhaustif la liste ici, donc c'est quelque chose qui est très très largement utilisé. Donc voilà, il faut sauter, il faut pas hésiter à l'utiliser. Donc React a quelques principes assez fondamentaux dans sa façon de faire les choses qui dénotent un petit peu de ce que font d'autres frameworks. Donc déjà, React, c'est déclaratif. Donc ça veut dire que quand vous allez décrire une interface, vous allez juste exprimer à quoi doit ressembler votre application par rapport à des données en entrée, donc à l'état d'un composant. Donc c'est une fonction, globalement. Il y a un état en entrée, on passe dans la fonction et on a une vue en sortie. C'est globalement ça. Donc vous avez juste à exprimer à quoi ressemble votre application et derrière, React va se débrouiller à faire les updates dans le DOM de manière assez intelligente et performante. Donc, ce qui veut dire que finalement, c'est assez simple à appréhender. On voit bien à quoi ressemble l'application. Et pour encore plus de simplicité,
en fait, React va vous permettre de ne pas avoir à dire bon, ok, là j'étais dans tel état, donc du coup il y a ça qui va changer, etc. En fait, dès que les données, dès que le modèle d'un composant change, React il re-render tout le composant. Il en a rien, enfin il cherche même pas à être un peu performant et tout. Il re-render tout et finalement il va avoir un processus un peu intelligent derrière pour ne changer le DOM qu'aux endroits qui ont effectivement changé dans la vue. Donc, si on regarde, imaginons, on a un composant, c'est un bouton pour mettre un article en favori. Donc, c'est une petite étoile, on peut la passer donc, de non favori en favori et de favori en non favori. Donc, typiquement, si on veut faire quelque chose comme ça en code impératif et qu'on veut faire les choses un peu élégamment, enfin un peu bien pour ne pas toucher au DOM s'il n'y a pas besoin, on va regarder. Alors, est-ce qu'on est dans le cas où il y a un favori? Si oui, on regarde sur l'écran, est-ce qu'il y a déjà en fait, l'étoile favori qui a été mise en grise? Ça pourrait arriver. Si ce n'est pas le cas, on enlève l'étoile blanche et on remet l'étoile grise. Et sinon, on vérifie qu'on est bien en étoile grise. Et dans ce cas-là, on enlève l'étoile grise et on met l'étoile blanche. Donc ça, c'est too much. Enfin, franchement, je ne sais pas si vous codez vos IHM comme ça, mais c'est quand même super relou. Mais au moins, c'est efficace. A priori, on ne fait rien Enfin, s'il n'y a rien à faire, on ne va pas toucher au DOM. Et ça, c'est très important. Et bien React, en fait, lui, il va vous permettre de faire ça, mais sans le faire. Il va juste vous demander de faire quelque chose, de faire du code déclaratif comme ça. On a un composant favori. On regarde si, dans son état interne, on est en mode favori ou non. Et si on est en favori, on retourne un sous-composant qui sera une étoile grise. Et sinon, on retourne un sous-composant qui sera une étoile blanche. Sauf qu'en React, on l'écrira plutôt comme ça. Mais ça, c'est un autre sujet, on va y revenir tout de suite. Donc maintenant, si on a un composant un peu plus gros, avec un peu plus de choses, donc c'est le même bouton favori, sauf que quand on clique dessus, il y a le texte à côté qui change, on incrémente le compteur et on change la couleur du texte. Donc ça, pourquoi pas, c'est quelque chose qu'on aurait potentiellement envie de faire, mais finalement, React, pour faire ça de manière intelligente, donc lui derrière, comme je vous l'ai dit, il va re-rendre toute la vue d'un coup. Et quand il va devoir impacter ça dans le DOM, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser un virtual DOM. Donc l'idée, c'est que React, il va prendre une photo de votre vue avant qu'elle change. De l'autre côté, il va générer la nouvelle vue. Et il va faire un diff entre ces deux arbres-là. Il va calculer la liste de changements à faire pour aller d'une vue à l'autre. Tout ça, il va le faire en mémoire. Il n'a pas encore touché au DOM à ce moment-là. Et une fois qu'il a cette liste de changements, il batch tout dans le DOM pour que ce soit le plus efficace possible. Ce qui veut dire que, dans notre cas, on a au début un arbre comme ça. Donc on a une classe container, on a une image avec une source, c'est l'étoile blanche. On a un span avec une classe qui est texte normal et dedans on a un text node avec le nombre de favoris, le texte. Et du coup, quand React va avoir rendu sa vue, qu'il a fait son algorithme de diff et qui batch tout dans le DOM, les seules choses qui changent, c'est la source ici qui passe. Donc il y a un set attribute qui est fait sur le node pour changer juste l'URL de l'image. Ici on a un set attribute qui est fait sur le class pour changer juste le nom de la classe, le passer de normal à favorited. Et ensuite le nœud ici, le text node, il est détruit et il est reconstruit avec une nouvelle valeur. Donc potentiellement ça change par rapport à d'autres frameworks qui eux en fait auraient complètement dézingué tout l'arbre et auraient reconstruit un nouvel arbre entièrement. Donc là, c'est quelque chose qui est en fait par défaut performant et c'est plutôt bien. Mais ça, c'est juste, on va dire, une astuce technique. Finalement, le côté le plus intéressant de React, c'est le côté déclaratif et la prochaine chose dont je vais vous parler. Donc, pour vous montrer un petit peu cette histoire de Virtual DOM, j'ai un petit projet ici là, que je maintiens. En gros, c'est une application de monitoring de base de données. Alors, tout est moqué, mais l'idée, c'est de voir un petit peu comment différents frameworks JavaScript s'en sortent en termes de repaint, donc de taux de rafraîchissement. Donc l'application, elle ressemble. Alors je vais juste sortir parce que l'iframe c'est pas super performant. Donc je vais passer sur ce micro là, voilà. Ok. Donc je vais sortir d'ici et je vais vous faire ici. Donc voilà, ça c'est l'application, enfin c'est le site de base. Donc vous pouvez aller sur la partie React. Donc l'application elle est comme ça, donc c'est un truc qui va super vite. On a le taux de rafraîchissement en dessous, donc on est à peu près 20 fps, quelque chose comme ça. Donc on peut changer le taux de rafraîchissement, il y a une petite réglette et tout. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut, si on utilise l'inspecteur Chrome, voilà, donc on peut voir en fait les repaints
fait par le navigateur. Donc on voit bien ici que React, en fait, il va juste changer ce qui a besoin d'être changé. Il ne fait pas des repaint entiers de toutes les sections. Donc juste pour comparer, on pourrait voir alors un truc qui ne fait pas ça. La Vanilla, elle ne fait pas ça. Hop. Je pose. Voilà. Donc la version Vanilla, elle repeint tout le temps. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Donc c'est pareil, les deux versions d'Angular, elles font aussi comme ça. Donc après, il y a d'autres frameworks qui font par exemple du Virtual DOM. Il n'y a pas que React qui se lance dans ce genre de truc. Donc c'est pareil, on atteint des performances plutôt sympas. Et si on montre ça, voilà, on voit bien que c'est pareil. On n'a vraiment que ce qui est changé, enfin que ce qui a vraiment effectivement changé d'un point de vue composant qui est impacté dans le DOM. Donc ça, c'est comment faire des applications performantes sans trop se soucier de la performance. Et ensuite, la deuxième chose très importante dans React, le deuxième concept très important, c'est l'approche composant. Donc en fait, avec React, on va fabriquer des composants. On va fabriquer des petits composants, si possible, qui soient autonomes, qui sont réutilisables et qu'on va pouvoir composer les uns avec les autres pour fabriquer de plus gros composants, voire des applications absolument géniales. Donc c'est vraiment l'approche par briques, quoi. Donc c'est super sympa si vous voulez faire des librairies de composants réutilisables dans votre équipe. Vous les faites une fois et les gens les utilisent un peu partout dans leur code. Donc ça, c'est plutôt sympa pour le travail d'équipe. Et donc voilà, c'est une approche assez bien, vu qu'on comprend bien. C'est beaucoup plus facile de raisonner sur un petit composant qui fait une chose que sur un gros tas de je sais pas quoi qui fait plein de choses qu'on ne comprend pas forcément bien. Donc c'est une approche, moi, qui me plaît plutôt. Donc un composant React, ça ressemble à quoi ? Donc ça ressemble à ça. Alors vous pouvez me dire si vous ne voyez pas bien le code. Est-ce que tout le monde voit bien le code ? Attendez, je vais vous expandre le truc. Est-ce que tout le monde voit bien ? Oui, c'est bon ? Ok. Donc, alors, ça, c'est un composant React. Donc ici, j'ai un React.createClass. Donc ça me crée une classe React. Donc c'est vraiment la même notion que de classe qu'en Java ou autre. C'est-à-dire qu'il va falloir créer une instance pour pouvoir afficher quelque chose dans le DOM. Et donc cette classe-là, elle a pour l'instant une seule méthode qui s'appelle render et qui me retourne un truc qui ressemble à du HTML. Donc super, ça c'est mon composant. Et du coup, il est rendu ici. Donc ça veut dire que potentiellement, si je fais ça, j'ai mon composant qui va se mettre à jour dans ma présentation. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va se faire un vrai composant. Je vais vous montrer comment on peut composer une IHM avec ça. Hop. Donc on va faire un nouveau composant. Hop. Et puis je vais utiliser mon composant ici. Donc vous avez remarqué, je l'ai appelé hello. Donc il s'appelle hello. Je mets un hello ici comme ça. Je sauvegarde et a priori, mon composant est resté le même. On va vérifier que ça marche, je change ça et normalement je reviens à hello JSC. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire par exemple plusieurs instances du même composant ? Bah oui, on peut. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc si je fais juste ça, finalement j'ai mes deux composants que je peux utiliser, que je peux avoir comme ça. Donc maintenant, on va voir comment on peut un peu, par exemple, si je veux enregistrer des event listeners sur mes composants. Ça aussi, c'est un truc plutôt classique. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va, au lieu d'afficher un truc comme ça, je vais afficher la date en millisecondes. Et puis ce que je vais faire ici, je vais ajouter un listener sur ma div. Et je vais mettre une lambda et je vais dire, tu vas te rafraîchir à ce moment-là, parce que c'est ce que j'ai envie que tu fasses. Donc ça devrait mettre à jour la date du composant. Donc je sauvegarde. Et normalement, voilà, le composant, donc on a bien la date qui est mise. Et si je clique dessus, je vois bien mon truc qui fonctionne comme il est censé fonctionner. Donc, faut pas avoir peur. Là, quand on voit le onClick ici, c'est pas comme sur du HTML classique. C'est pas un vieux onClick qui traîne dans la balise HTML. Ça, c'est pas du tout comme ça que c'est fait. Ne vous inquiétez pas. C'est fait intelligemment. Il n'y a pas de problème. Donc là, il y en a, je les ai vus vomir au fond de la salle, donc en regardant le code. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a du JSX. Donc le JSX, c'est quoi ? C'est cette syntaxe-là. C'est le fait de mettre du pseudo-HTML dans le code JavaScript. Alors ça, c'est quelque chose qui rebute assez souvent les gens. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, c'est juste qu'il y a une étape de pré-processing, c'est juste une façon plus simple d'écrire beaucoup de code. En fait, ce que fait React, il y a une étape de pré-processing, et lui, ce qu'il va faire,
c'est qu'il va faire un React Create Element div, hop, il passe pas de properties. Ici, il ferme la parenthèse, et après, il refait un React Create Element sur le hello, sur l'autre hello. Là, il met un nul, une petite virgule, et voilà. Donc c'est globalement ce que fait React. Donc finalement, il nous permet d'écrire cette chose-là beaucoup plus facilement avec le JSX que si on l'écrivait à la main. Donc c'est juste des vargs, hein, ça s'enchaîne les uns après les autres. Donc voilà un petit peu ce que c'est le JSX. Donc il ne faut pas en avoir peur. Au début, moi, ça me plaisait moyennement. D'un, parce que je n'avais pas compris comment ça marchait, et de deux, parce que ça faisait bizarre d'écrire ça, puis finalement on s'y fait très bien, c'est beaucoup plus rapide à écrire et beaucoup plus simple. Ensuite, il y a une deuxième chose qui a pu choquer certaines personnes, c'est le fait qu'on ait mis la vue dans le composant directement. Donc ça, c'est quelque chose qui a tendance à choquer pas mal les gens. Donc des gens qui vont dire, mais et alors, la séparation des préoccupations, c'est un truc super important, on nous a appris ça depuis des années, on fait ça depuis des années dans plein de frameworks partout, pourquoi on ne fait pas là, enfin c'est bizarre de faire ça comme ça. Mais en fait, si vous y réfléchissez, si c'est un problème de couplage ou autre, bah en fait c'est faux, puisque votre template il sera forcément couplé à votre view model. Vous allez appeler les paramètres du view model, vous allez appeler des méthodes qui seront dans votre view model ou dans votre je sais pas quoi, dans votre contrôleur, donc c'est forcément lié. Et en fait c'est vachement pratique d'avoir la vue juste dans le composant, puisqu'on voit très bien, on a la vue, on a les méthodes qu'on peut appeler, etc. Donc c'est super pratique de faire ça comme ça. Et en fait ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent, ce genre de pratique, ça a souvent été fait pour plus séparer les technologies que les préoccupations, puisque techniquement, ce n'était pas forcément simple de faire autrement, etc. Donc moi, je préfère comme ça. Surtout après, JSX, c'est du pur JavaScript, donc vous pouvez utiliser tout ce que vous connaissez de JavaScript. Si vous avez un tableau d'éléments, vous pouvez faire un point map dessus, un filter, ce que vous voulez. Donc React, ouais, il faut bien connaître JavaScript. Enfin, c'est un bon moyen de bien se mettre dans JavaScript. Si vous voulez vous lancer dans un framework JavaScript en vous disant j'ai pas trop envie de connaître le JavaScript, déjà vous partez mal. Donc, c'est de manière générale, hein, sans parler de React, c'est pas une très bonne idée. Et donc React va vraiment dans ce sens-là. Il faut connaître JavaScript pour pouvoir pour pouvoir utiliser toute la puissance de React. Et après, les systèmes de templating, moi je sais pas vous, mais pour en avoir utilisé pas mal et en avoir vu du code avec pas mal, bon, faut les apprendre. Ils sont tous différents. Il y en a qui sont bien tordus, donc voilà. Je pense que faire du vrai JavaScript pour décrire ses vues, c'est pas forcément le truc le plus fou du monde. Donc, je vous disais que tout est composant en React. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pour faire cette présentation, j'ai utilisé une librairie qui s'appelle Spectacle. Donc, c'est une librairie React pour écrire ces slides en React. Et donc, dans ces slides en React, j'ai fait un composant React qui est un éditeur de code qui me permet d'éditer les slides que j'ai actuellement. Donc là, si je veux retrouver cette slide, c'est à peu près vers la ligne 300 et quelques. Voilà. Donc ici, j'ai ma slide Everything is a component. Donc je peux, par exemple, changer ma slide. Ça ne sert pas à grand chose, mais c'est rigolo. Donc je peux changer ma slide comme ça, Hello World, comme ça, et puis je pourrais par exemple H1. Et donc là, j'enlève voilà, j'enlève l'éditeur de code. Donc voilà, on a un truc purement composant, on peut faire n'importe quoi avec, donc c'est plutôt rigolo. Donc ça, c'était pour la petite blague. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser son composant, leur passer des données pour pouvoir les utiliser et faire des choses avec. Donc en React, on a 3 façons de passer des données à un composant. La première, c'est les propriétés, les props. Donc en fait, c'est un peu comme des attributs sur des balises HTML. C'est globalement des propriétés qu'on va passer à la création d'une instance de composant. Donc c'est une structure qui est idéalement immutable, qui sera immutable dans la prochaine version de React. Donc vous ne pourrez plus pas les changer à la main. Ça sera déclaré une fois à la création et on ne pourra plus les changer. Donc on va pouvoir donner des valeurs par défaut à ces propriétés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si vous faites une librairie de composants réutilisables, c'est bien d'avoir des valeurs par défaut. Et on va pouvoir aussi les valider. On va pouvoir valider leur type, valider si une propriété est là ou non. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc là, si je reprends mon exemple, donc ici, on va refaire un composant hello comme tout à l'heure.
Donc je vais reprendre ce code-là. Et puis on va vouloir faire quelque chose d'un peu plus malin. Je vais vouloir faire un hello et puis lui donner un nom pour qu'il fasse un hello machin, par exemple. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir que le composant a une propriété qui s'appelle name. Donc on fait this.props.name dans le composant. On va lui donner une valeur par défaut. Voilà. Donc name, on va mettre c'est égal à world par exemple. Et donc si je sauvegarde ça, normalement j'ai un hello world qui apparaît, super. Et si ici dans mon composant, quand je l'utilise, je mets name est égal à Mathieu par exemple, eh bien j'ai un hello Mathieu qui devrait s'afficher. Donc c'est comme ça qu'on utilise les propriétés en React. Donc il faut savoir aussi qu'en React, il y a une propriété un peu particulière qui s'appelle children. Donc ça c'est une propriété qui existe normalement dans n'importe quel props du moment qu'on spécifie des children. Donc c'est quoi ces children là? Donc si je fais children comme ça, imaginons que je veuille mettre une liste de langages que je connaisse, par exemple. Donc pour faire ça, en gros, je n'utilise plus une balise auto-fermante, mais je mets une balise dans laquelle je vais pouvoir mettre des enfants. Ne mettez pas vos enfants dans des valises, hein, c'est pas cool. Donc voilà, ici je peux faire Java, hop, script. Et donc si je sauvegarde, bah, du coup, j'ai mon composant qui n'a pas envie, j'ai dû... Ah ben voilà. Ok. Alors je sais pas si il a repris à chaud, c'est cool. Donc voilà. Donc on a les children qui permettent de faire des composants qui vont pouvoir accueillir d'autres composants à l'intérieur, etc., etc. Donc vous pouvez passer des composants soit par les props. J'aurais pu passer la liste en tant que liste ici et puis mettre ma liste de composants, mais je peux la passer aussi en children, ce qui lui donne un style un peu plus comme on a l'habitude de voir dans du HTML ou dans des choses dans ce genre-là. Donc voilà pour les props. Je ne l'ai pas dit, mais si vous avez des questions en cours de route, vous n'hésitez pas à vous crier. Ensuite, il y a une deuxième façon de passer des données à un composant, enfin surtout d'utiliser des données pour faire des composants stateful, c'est le state. Donc en fait, le state, c'est un objet qui représente l'état interne d'un composant. Donc c'est un état qui est mutable et qui idéalement ne sera muté que par le composant lui-même. C'est un peu mieux d'un point de vue encapsulation. Donc chaque changement d'état lancera un re-render du composant qui lancera une mise à jour vers le DOM si quelque chose a effectivement changé. Donc, de base, c'est vous qui déclenchez la mutation du state à n'importe quel moment via la méthode setState ou updateState. Il y a du double data binding qui est supporté par React. C'est un truc qui n'est pas très connu, mais en fait, c'est que c'est pas vraiment encouragé parce que finalement, c'est pas si utile que ça le data binding dans les deux sens. À part pour faire une jolie démo d'un texte, enfin taper dans une input texte et puis que ça s'écrive de l'autre côté, voilà, ça ne sert pas forcément à grand chose. Donc le state, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Je vous propose qu'on fasse un bouton +1 comme dans Google+. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un composant qui va s'appeler liker. Hop. Donc je vais reprendre ce truc-là. Donc, dans mon liker, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir besoin d'un compteur, donc des likes. Donc, je vais définir une méthode qui s'appelle getInitialState. Donc, ça va me donner à quoi ressemble mon composant au démarrage, quand le composant est utilisé pour la première fois. Donc là, je vais dire que c'est un compteur qui est égal à 0. Oups. C'est bien, vous avez l'œil, vous suivez. Je l'ai fait exprès en fait. Donc on a le likes ici qui est comme ça. Donc ici, dans mon label, je vais pouvoir mettre likes . Et donc là, je mets this.state.likes. Ça fait rien. Et je vais pouvoir rajouter donc un petit bouton, donc de type button. Donc le bouton, il va avoir un +1. Et puis on va rajouter un onClick ici, comme on a vu tout à l'heure. Donc il va faire un this.like. Et donc ce this.like, c'est une méthode que je vais rajouter ici. Où là je vais faire un setState. Donc je fais une mutation de l'état interne, où je vais lui donner
l'ancienne valeur de likes, donc c'est this.state.likes, sur lequel je rajoute, enfin que j'incrémente en fait. Et normalement, ça devrait fonctionner. J'ai oublié rien. Là, les experts, c'est bon. Donc je sauvegarde et normalement, voilà, j'ai mon truc. Alors le bouton, il est horriblement moche. Donc ce que je vais faire, en fait, ici, j'ai un objet avec du style. Donc ça ressemble un petit peu à du CSS, sauf que là, ça ne leak pas dans tout le DOM de la page. C'est juste propre à mon composant. Et donc dans le style, ici, j'ai un truc qui s'appelle button, normalement. Et si je sauvegarde, je vais avoir un bouton beaucoup plus joli. Et donc voilà, j'ai mon petit composant qui fonctionne tel qu'il est censé fonctionner. Donc c'est assez simple à comprendre. On lance un événement, l'événement change le state et l'IHM est mis à jour, le render est réappelé entièrement. Et par contre, ce qui changera juste, c'est cette partie-là dans le DOM. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, il y a une troisième façon de passer des données à un composant, c'est le contexte. Donc le contexte, c'est quoi? Alors je ne vais pas vous montrer de code parce que c'est un peu plus long à mettre en place, mais ce n'est pas très compliqué, c'est juste que je n'ai pas forcément le temps de le faire. Donc le contexte, c'est un objet qui est passé implicitement d'un composant parent à tous ses enfants. Donc c'est une feature qui est non documentée dans React et qui sera documentée dans la prochaine version parce qu'ils y ont apporté quelques modifications. Donc ça, c'est plutôt sympa quand on a un contexte applicatif, typiquement avoir accès à des services, etc. Donc on passe toutes ces valeurs-là dans le composant parent via des props et après il les met à disposition de tous ses enfants dans le contexte pour qu'il n'y ait pas à passer des props en cascade de composant en composant. Donc c'est plutôt pratique. Ça sert aussi quand on fait des tests, on peut facilement donner un contexte moqué plutôt qu'un contexte applicatif normal et donc pouvoir faire des tests plus simplement. Ensuite, chaque composant est sujet à un cycle de vie. Donc ça veut dire qu'un composant il va pouvoir définir des fonctions qui vont hooker ce cycle de vie pour faire des choses. Donc on peut savoir quand un composant va être monté dans le DOM, quand un composant a été monté dans le DOM. Donc là, pour initialiser des timers, des appels de web service, ce que vous voulez, c'est plutôt pratique. On peut aussi savoir quand est-ce que de nouvelles propriétés vont être émises sur un composant. On va savoir quand est-ce qu'un composant va être updaté, quand est-ce qu'il a été updaté et quand est-ce qu'il va être retiré du DOM. On a ensuite une dernière méthode ici qui s'appelle shouldUpdateComponent. Donc ça, c'est une fonction qui retourne un trou par défaut. Et en fait, si vous la surchargez et que vous retournez un false, ce que ça fait, c'est que ça dit à React, quand il fait son diff entre les deux arbres pour faire l'update du DOM, ça dit « moi, tu ne me prends pas en compte, je n'ai pas changé ». Et ça, d'un point de vue performance, c'est juste génial parce qu'on ne perd pas de temps à faire le diff d'un composant qui n'a pas changé. On sait qu'il n'a pas changé. Si fonctionnellement, on sait qu'il n'a pas changé, on dit juste false. Et là, les performances de l'application sont juste potentiellement décuplées, centuplées, enfin, tout ce que vous voulez. Donc, si on veut faire un exemple de cycle de vie, on va faire un truc assez simple. Ici, par exemple, je vais afficher une valeur que j'ai dans mon state. Donc, je vais l'appeler value. Par défaut, initial state. Par défaut, je vais lui donner une valeur bidon du genre ça. C'est très bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire, quand mon composant se monte, je vais faire un timeout de 2 secondes. Je ne sais plus écrire. Qui va faire un setState avec une nouvelle valeur. Donc la nouvelle valeur, ça va être quoi? Ça va être date.now par exemple. C'est plutôt bien. Et on va faire ça au bout de 2 secondes. Et donc si je sauvegarde ça, donc normalement mon composant va avoir 3 petits tirets et au bout de 2 secondes, toc, j'ai la valeur qui apparaît. Donc voilà, ça c'est un exemple classique d'utilisation des méthodes du cycle de vie. On peut faire beaucoup d'autres choses bien plus intelligentes que ça, mais pour le live coding, c'est plus simple de faire ça. Alors, je vous ai dit aussi tout à l'heure que dans un but de faciliter la réutilisation des composants, on va pouvoir faire de la validation de propriétés. Donc, pour faire ça, en fait, quand vous créez votre classe React, vous avez juste à définir un champ PropTypes qui va contenir en fait la liste des propriétés que vous attendez. Et dessus, vous allez pouvoir spécifier en fait le type que vous attendez. Donc, un tableau, un booléen, une fonction, un nombre, un élément React, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez.
Donc ça, c'est des propriétés qui sont juste checkées au niveau du type, mais qui sont optionnelles. Et vous pourrez rajouter un isRequired à la fin pour que le composant vous crache une erreur si une propriété n'est pas fournie, et donc le composant ne sera même pas rendu. Ça aussi, c'est un truc sympa dans React, dans la console de DevTools. Il y a plein de messages super utiles qui sont affichés, et notamment quand on a ce genre de choses qui sont définies sur un composant, il va nous dire bah là vous n'avez pas passé le bon truc, etc., etc. Donc c'est plutôt sympa d'un point de vue expérience du développeur. Ensuite, on a la notion de mixin. Donc les mixins, c'est quoi? C'est une façon un peu bien de faire de l'héritage sans trop se prendre la tête sur un composant. Donc imaginons ici que j'ai un composant qui veut afficher toutes les secondes le nombre de secondes depuis combien de temps il tourne. Donc pour ça, en JavaScript, on va utiliser un setInterval. Sauf qu'un setInterval, il vous retourne un objet qui permet d'arrêter l'intervalle. Sinon, quand le composant est démonté, on a toujours l'intervalle qui continue à tourner, et pour le coup, ça va faire n'importe quoi. Donc quand on veut faire ça un peu bien, c'est toujours un peu chiant. Donc là, typiquement, j'ai fait un mixin qui va gérer ça pour moi. Donc en gros, c'est un mixin qui propose une méthode every, alors every, un délai en millisecondes, run, un callback. Donc qui lui derrière va faire un set intervalle avec le callback et le délai, et qui va mettre l'objet résultant dans un tableau qui est défini ici au démarrage du composant. Et en fait, quand le composant va être démonté du DOM, donc sur la phase de will unmount, en fait, on va appeler un clear interval sur chaque élément du tableau pour bien enlever tous les timers qu'on aurait pu mettre sur le composant. Et du coup, pour utiliser ça, j'ai juste à mettre sur ma classe, enfin sur mon composant React, un attribut mixins. C'est un tableau de mixins. Donc on peut en mettre plusieurs. Et potentiellement, là, je peux utiliser ma méthode every et faire mon run qui met à jour mon state pour afficher le nombre de secondes le nombre de secondes incrémenté. Donc, chaque mixin a le droit de redéfinir toutes les méthodes de cycle de vie de React. Du coup, React va les enchaîner les uns à la suite des autres dans l'ordre des mixins qui sont définis sur le composant. Par contre, pour toutes les autres méthodes, si vous définissez 2 fois la même méthode, React vous crachera une erreur et ne montrera même pas le composant pour ne pas... c'est quelque chose qui n'est pas possible, quoi. C'est le problème de l'héritage multiple. À un moment, faut savoir ce qu'on appelle, quoi. Tu avais une question, Mickaël? D'accord, ok, pas de problème. Donc voilà pour les mixins. C'est clair pour tout le monde pour le moment? Ouais. Donc ensuite, React est un très bon candidat aux applications universelles. Donc les applications universelles, c'est quoi? C'est ce qu'on a appelé pendant un temps les applications isomorphiques. Mais maintenant, c'est plus hype de dire les applications isomorphiques, donc il faut dire les applications universelles, c'est bien mieux. Donc en gros, l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir générer statiquement le résultat d'un composant, mais côté serveur, pour pouvoir l'envoyer au navigateur avant que le JavaScript ait eu le temps de se charger. C'est pour ne pas avoir une page blanche ou un spinner à la con le temps que le JavaScript se charge. Donc en fait, React, ça marche très bien. Enfin, il a tout ce qu'il faut pour ça. Comme il n'a pas besoin forcément d'être dans un navigateur pour fonctionner, vu qu'il a son virtual DOM, finalement, on peut utiliser la méthode React.renderToString dans un serveur Node ou dans un processus, dans un serveur Java avec Najorn ou un truc comme ça. Et du coup, on va pouvoir générer du HTML statique qui correspond à un composant et l'envoyer au navigateur avant que la partie JavaScript dans le navigateur reprenne la main et colle tout le côté dynamique du composant. Une autre petite parenthèse sur les Web Components. Donc, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient à la présentation sur les Web Components tout à l'heure. On peut se dire quand on regarde React que finalement, un composant React, un Web Component, c'est pas si loin que ça. Alors les Web Components sont plus pensés HTML, React c'est plus orienté JavaScript, mais finalement, on pourrait vouloir wrapper un composant React dans un Web Component, ça aurait potentiellement du sens. Donc, en fait, ça, c'est pas encore possible. Il n'y a pas de moyen standard dans React de faire ça. Par contre, vous pouvez utiliser des web components dans votre JSX sans problème. Ça marche très, très bien. L'équipe React travaille à une intégration des web components, pour exposer un composant React en tant que web component. Ce n'est pas encore le cas, même dans la prochaine version qui ne devrait pas tarder à sortir. Donc en attendant, il y a plein de petites librairies qui permettent de faire ça. C'est même très facile à faire à la main. C'est une vingtaine de lignes de JavaScript. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans les web components et aussi explorer React, il n'y a aucun problème, ça se fait très très bien.
Alors, si vous avez envie d'écrire des tests de vos composants, alors je sais, on ne fait pas ça, c'est nul, les tests, ça ne sert pas à grand-chose, mais si vous avez une idée farfelue d'écrire des tests, donc Facebook fournit un framework qui s'appelle Jest, qui permet de faire des tests un peu bien, et fournit surtout un petit add-on qui s'appelle TestUtils, qui permet de, en gros, rendre des composants React dans un DOM en mémoire. Il n'y a pas besoin un browser headless, quoi, en fait, qui permet de faire des recherches dans des composants, etc., pour faire des assertions sur des valeurs, et qui permet surtout de simuler des événements utilisateurs du genre click, type, etc., pour pouvoir tester votre composant de fond en comble. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, il n'y a pas que Jest qui existe. Il paraît que Jest, c'est pas très... Enfin, j'ai jamais utilisé personnellement, mais c'est pas très rapide. Donc, il y a un module Mocha qui existe, il y a un module Jasmine. Vous avez plein de modules qui permettent de tester vos composants React dans le framework de test que vous avez envie. Donc, n'hésitez pas à écrire des tests. Du coup, vous vous sentirez plus rassuré. Un petit tour de l'écosystème React. Alors, c'est un écosystème qui fourmille. React, c'est de plus en plus populaire. Donc, il y a vraiment plein de gens qui font plein de trucs autour de React. Donc, c'est pas du tout exhaustif. J'en ai mis quelques-uns comme ça qui me venaient en tête. N'hésitez pas à les fouiner de votre côté. Il y a vraiment plein de choses. Donc, si vous voulez faire du routing côté client, il y a React Router. C'est juste un incontournable. Ça marche super bien. C'est une super API. Si vous voulez faire du Flux, alors Flux, c'est quoi? C'est la façon d'écrire des applications React à la Facebook. Donc l'idée, c'est d'agréger toutes les données dans des stores qui vont envoyer des notifications à chaque fois que les données sont mises à jour pour que divers composants puissent écouter ce store-là et être en synchro. Et du coup, les données vont vraiment que dans un sens, du composant vers le store et du store vers les composants. Donc c'est plutôt une bonne façon de faire. Après, il y en a des dizaines et des dizaines d'implémentations. C'est assez dur de se fixer sur une. S'il y en a une que moi, je peux vous recommander, c'est Redux. Elle est moi je le trouve absolument génial ce framework. Après, c'est une question de goût personnel. Je pense qu'il y en a d'autres qui utiliseront plus. Je sais plus, il y a DeLorean ou des trucs comme ça. Enfin, il y a vraiment plein d'implémentations. Donc, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là. Il y a d'autres frameworks, genre Radium ou G6 Style, qui permettent de faire du style inline, comme j'ai fait dans mes exemples, mais un peu plus malin. Ensuite, il y a un autre truc, c'est que React essaye de sortir du cadre du DOM. Donc en fait, React, c'est le paradigme de programmation est plutôt adapté pour faire des vues, quel que soit l'environnement. Et du coup, ils ont commencé à splitter React en plusieurs morceaux pour avoir un core et une partie renderer pour pouvoir être rendu dans différents environnements. Donc typiquement, il y a un truc qui s'appelle React Canvas qui a été fait par Flipboard qui permet de faire du React mais dans un canvas, donc pour faire du dessin à haute vitesse. Il y a React Art qui permet de faire ça avec, en faisant du dessin, c'est un peu comme Canvas mais pas tout à fait. Il y a React Native, je vais en reparler un petit peu plus tard. Il y a un truc même qui permet de faire des applications en N-curse dans la console en React. Donc pourquoi pas si ça vous tente. Voilà, c'est plutôt rigolo. GraphQL Relay, des frameworks utilisés chez Facebook pour faire du REST plus intelligent, on va dire. React Hotloader, c'est ce que j'utilise là dans ma présentation pour recharger mes composants à chaud, garder mon état, etc. C'est pour ça que je peux changer du code et recharger, ça se recharge aussitôt. Donc ça, c'est plutôt top. Il y a plein d'intégrations avec des frameworks CSS, Bootstrap, Material, ce que vous voulez. Et s'il y a un site que je peux vous donner pour regarder un peu tout ça, Awesome React, c'est une liste de plein de librairies, de frameworks autour de React. Donc si ça vous intéresse, allez fouiner par là. Je pense que c'est un bon point de départ pour voir tout ce qu'on peut faire avec React. Un petit point sur React Native. Donc React Native, c'est un framework une lib qui a été publiée par Facebook en début d'année pour faire des applications natives en JavaScript sur mobile en fait, donc iOS, Android, etc. Donc c'est pas des applications hybrides, c'est pas une WebView, c'est vraiment du scripting de composants natifs. Mais je vais pas vous en dire plus. En fait, juste après cette présentation, il y a une présentation sur React Native que je fais dans cette salle. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Et maintenant, on va coder un peu. Donc est-ce que dans la salle, tout le monde connaît Reddit? Qui c'est qui ne connaît pas Reddit? Ok. Alors, je switch. Donc Reddit, c'est quoi? C'est une sorte de forum comme ça où on a ce qu'on appelle des subreddits. Donc par exemple, ici, je vais sur le subreddit Picture et il y a plein de petites des stories qu'ils appellent. Donc en fait, on poste une image ou ce qu'on veut. Il y en a sur les chats, sur des choses beaucoup moins sympas. Et dessus, donc, on peut faire des upvotes ou des downvotes et on peut poster des commentaires. Donc c'est un site très
populaire, on va dire. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un client Reddit en React. Donc voilà le client. Donc on a 3 gros composants. On a une top bar ici avec le nombre d'histoires qu'il faut qu'on lise. Ici on a la liste des histoires à lire avec un style différent pour quand on lit une histoire ou quand on l'a déjà lue. Et on a ici le viewer qui montre les votes et l'image en question. Donc c'est clair pour tout le monde ? Donc on va coder ça. Donc on va commencer. Donc j'ai mon composant ici qui m'affiche Hello Jack Summercamp. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est par faire un composant Reddit qui va être mon application. Donc vous me dites s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous voyez mal, etc. Vous n'hésitez pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je reprends ça ici, hop, et je fais mon composant Reddit. Ok, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est explorer un subreddit en particulier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fournir de base dans les propriétés un nom de subreddit par défaut et qu'on pourra potentiellement surcharger plus tard. Donc on a un subreddit. De base, on va mettre le subreddit funny, c'est des images drôles. Espérons que ce soit vraiment des images drôles et pas des images... voilà. Donc voilà, on a le subreddit funny. Et donc la première chose qu'on va faire, qu'on va implémenter, c'est la top bar, la barre en haut avec le nombre d'histoires non lues. Donc on va l'appeler top bar. Et on va la définir un petit peu plus haut. Hop là. Donc voilà ma top bar. Donc ma top bar, elle va avoir des propriétés par défaut, ça va être le nombre d'articles non lus, de story. Donc très simple. De base, on va mettre 0. Et puis on va potentiellement trouver un moyen de lui donner la vraie valeur. Hop, hop, hop. Donc là, on va voir pourquoi je fais ça tout à l'heure. Et en gros, you have this.props.unread stories. Ok, donc a priori, là on a un truc qui devrait fonctionner, si j'ai rien oublié. Si je sauvegarde, on devrait avoir le résultat tout de suite. Voilà, on a 0 unread stories, donc ça match avec ce qu'on veut. Potentiellement, ici, dans notre top bar, on peut faire un unread avec une valeur quelconque. Et on a voilà, 999 unread stories, donc ça le fait bien. Par contre, c'est pas très beau et ça ressemble pas à ce qu'on est censé faire. Donc là, en fait, j'ai un objet style qui est tout prêt, avec plein de définitions de style. Donc je vais les piocher dedans au fur et à mesure. Donc ici, on va mettre un style top. Donc ça, voilà, ça me met ça dans une barre. Et ici, on a un style unread pour pouvoir le décaler un petit peu, que ce ne soit pas trop collé au bord. Donc ok, on a fini la top bar. On a notre composant top bar qu'on peut potentiellement réutiliser n'importe où si on a envie de faire ça. Je ne suis pas certain que ce soit très utile, mais pourquoi pas. Donc maintenant, on va vouloir faire le composant sur le côté, c'est la sidebar. Donc la sidebar, alors déjà, on va mettre ça dans une autre div. Donc c'est le bas de mon application. Ça, c'est pour avoir une flexbox qui m'affiche les composants en horizontal. Et du coup, je vais avoir ma sidebar ici, qui s'appelle donc sidebar. Il n'y a pas de secret, de truc bien compliqué. Hop. Donc ma sidebar, dans un premier temps, ce qu'on va lui faire retourner, c'est son nom. Donc ça devrait fonctionner. Voilà, j'ai ma sidebar qui est apparue ici. Donc super. On va aller un petit peu plus loin, on va lui donner un peu de style parce que c'est pas très joli. Donc là, normalement, elle devrait se séparer. Voilà, j'ai ma sidebar. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est peupler les histoires là-dedans pour les afficher. Donc ça veut dire que dans mon application, là, je vais avoir besoin d'un state qui va contenir toutes les histoires à afficher. Exact. Merci Yann. Donc dans ce truc-là, on va avoir des stories. On va avoir la liste des ID des stories qu'on a déjà lues, et on va avoir surtout la stories qu'on est en train de lire actuellement. Donc voilà, c'est l'état de mon application. Et puis, on va essayer de peupler ce truc-là.
Donc sur mon component didmount, en fait, je vais appeler, donc j'ai une petite méthode qui est déjà codée qui permet d'aller récupérer, enfin faire un appel de web service pour récupérer le contenu d'un subreddit. Donc là, je récupère mon subreddit courant, ça me renvoie une promesse. Et ma promesse, finalement, alors ce que je vais faire, je vais aller récupérer la première histoire pour pouvoir l'afficher directement. Donc je récupère la première, et après ils mettent des datas partout dans leur truc Reddit, donc il ne faut pas oublier qu'il y a ce data-là. Hop. Je ne vais pas y arriver. Ah. Et donc là, je vais faire un set state. Donc je vais récupérer, dedans je vais mettre les nouvelles valeurs de stories. Je vais mettre un selected qui est égal à first. Et je vais mettre une nouvelle valeur à read, puisque finalement, la première histoire, on va la lire aussitôt. Donc je vais mettre son ID dedans. Donc jusque-là, ça ne change rien. Mon composant, c'est toujours le même. Maintenant, on va pouvoir commencer à afficher quelque chose. Donc là, ici, dans ma sidebar, ce que je vais faire, je vais juste itérer sur tous les éléments de mes stories. Donc ça veut dire que ici, dans mes default props, je vais rajouter un tableau stories potentiellement vide. Oups. Et donc je vais itérer dessus. this.props.stories.map. Donc là, si vous vous rappelez, il y a une petite astuce. Il y a le champ data là, sur chaque histoire. Donc ça, c'est chiant. Donc je m'en débarrasse tout de suite. Et donc je peux faire mon vrai mapping. Donc là, je vais avoir besoin d'un composant en plus qui va être une cellule, enfin une histoire en particulier. Donc on va l'appeler une story cell à laquelle je vais passer une propriété qui est l'histoire courante. Donc ce story cell, je ne l'ai pas encore défini. On va l'écrire ici. Hop. Donc la story cell, elle ne fait pas grand-chose pour le moment. On va juste lui dire d'afficher le titre de l'histoire qu'elle possède. Title. Et a priori, j'ai rien oublié. Ça devrait fonctionner. Et non, j'ai dû me foirer quelque part. Comment? Yep. Ouais, c'est Stories. Tout à fait. Merci. Comment? Non, ça c'est bon. C'est comme si j'écrivais ça. Enfin, sans la virgule, bien sûr, mais tu vois, c'est ES6 qui permet de faire ça simplement. Et donc oui, ici j'ai oublié, bien joué, de filer les histoires qui viennent du state. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Donc là, bien évidemment, j'ai ma liste de titres qui apparaît. Donc c'est pas très beau. Donc on va essayer de faire un petit peu mieux que ça. Donc pour faire ça, hop. Alors déjà, on va mettre un petit paragraphe. On va lui donner un style. Et voilà, on va le faire à la main. 5 pixels, c'est plutôt pas mal. Je pense que vous aussi, vous avez le compas dans l'œil sur les styles CSS. Ici, je vais faire un truc pour que le titre soit pas trop grand, parce qu'on n'a pas un écran super grand. Et ici, on va redéfinir aussi le style de la cellule. Et ici, j'ai un truc un peu malin qui fait ça pour moi, pour pas que j'ai trop à taper. Donc, ça devrait être pas mal comme ça. Donc, si je fais ça, je devrais avoir quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Et on va juste rajouter un thumbnail, donc une miniature. this.props.story.thumbnail. Et puis on va lui mettre une taille. Donc là, pareil, à vue de nez, je pense que 60, ce sera pas mal. Hop, un peu, 1 égale 2 trop. Et donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a un truc pas mal. Sauf que là, j'ai un style tout pourri parce que finalement, je ne sais pas quelle est l'histoire qu'on est en train de sélectionner, les histoires qu'on n'a pas lues, etc. Et en fait, c'est ce que me calcule mon compute cell style ici. Donc ce qu'on va devoir passer, c'est ces informations-là à chaque story cell pour qu'elle puisse savoir où on en est. Donc ça veut dire que dans notre sidebar ici, on va devoir passer le selected.
on va devoir passer également les articles qui ont déjà été lus. Et donc maintenant qu'on a passé ça à la sidebar, il faut les passer à chaque cell. Donc c'est là où un contexte aurait été infiniment plus simple, mais je ne l'ai pas fait. Donc on va faire ça à la main. Donc ici dans ma story-style, je fais pareil. Je rajoute mon selected. Et ici mon read. Et en fait, le read, ce n'est pas ce à quoi s'attend mon compute cell style. Ce qu'il veut savoir, c'est si l'article s'il est unread en fait. Donc, ce que je vais faire, je vais juste regarder dans les articles lus, si je trouve l'ID de l'histoire courante que j'ai. Et ça devrait plutôt bien marcher. Donc voilà, on a notre truc avec tous les articles non lus en gras, l'article courant en jaune, et là, pour l'instant, si je clique, ça ne fait rien, parce que je n'ai pas géré ça. Donc on va gérer ça. Donc pour faire la sélection, il faut juste changer le selected dans le state du composant Reddit. Donc pour faire ça, on va créer une nouvelle fonction qui s'appelle select, qui prend en paramètre une histoire, une story. Et donc là, on fait juste un set state, dans lequel on va mettre selected. Et il va falloir aussi changer le read pour dire que l'article a été lu. Donc pour faire ça, je prends l'ancienne valeur de read et je lui rajoute juste une valeur qui est selected.id. Donc ça, le 3 points, c'est une nouvelle syntaxe de JavaScript 6 qui permet en fait de copier une valeur d'un tableau et rajouter après des éléments dedans. Donc on étend tout ce qu'il y a dans le tableau initial dans le nouveau tableau. Donc maintenant qu'on a ce select là, il va falloir le passer au composant dessous. Donc this.select, je le passe ensuite ici. Hop. This.props.select. Et donc, je vais pouvoir faire maintenant le boulot qui va bien dans la cell. Donc, je vais faire une fonction ici select qui va sélectionner la propre histoire du composant. Story. Hop. Et j'ai juste à rajouter un handler onClick sur la div qui va me lancer le select, qui va faire le select, etc. etc. Donc, si je sauvegarde, hop, voilà, je peux me déplacer et on a bien le style qui se réapplique proprement aux bons endroits. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le viewer. Donc le viewer, on va le faire par là. Hop. Donc pour l'instant, il ne va pas retourner grand-chose. On va juste lui mettre un peu de style. Oups. Et puis on va l'appeler dans notre composante de base. Et on va surtout lui donner l'histoire sélectionnée. OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans le viewer? On va avoir juste... mince. Il est pénible pour ça, ce truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un if, donc this.props.story est égal à nul, puisque la première valeur qu'on lui donne, si vous vous rappelez bien, c'est nul. Donc, dans ce cas-là, on va faire un return de... alors ça, on va faire un petit titre du genre « il n'y a rien à voir ici ». Et sinon, hop, c'est ça que je cherche. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher alors d'abord les votes, si vous vous rappelez bien. Donc on a des ups et des downs. Donc finalement, les ups, c'est this.props.story.ups. Et les downs, c'est la même chose, this.props.story.downs. Donc je pense qu'il me manque rien. Là, ça devrait marcher déjà. Non, j'ai cassé un truc. Dites-moi. Bien joué. Hop là. Alors, est-ce qu'il va reprendre à chaud? Oui, il reprend à chaud, ça c'est cool. Donc voilà, quand je me balade, j'ai bien mes votes qui changent. Bon, il n'y a pas de downvote, c'est dommage.
Et du coup, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est afficher l'image. Donc là, il faut aller chercher l'image source, this.props.story. Alors c'est là où il faut connaître ce qui est retourné par l'API, sinon c'est un peu chiant. Donc on a dans les previews, on en a une. Et voilà, donc c'est ce truc-là. src égal, donc là c'est source.url. Et après, on va lui donner du style pour qu'elle garde le bon ratio de taille. Et donc là, j'ai un compute image style avec la source qui me fait le boulot tout seul, ce qui sera bien plus pratique. Donc voilà, on a nos images Reddit qui sont chargées, donc c'est plutôt cool. Et il nous manque un seul truc. Qu'est-ce qui nous manque? Le unread, voilà, qui n'est pas mis à jour. Donc là, le unread, c'est pas très compliqué. Donc ici, dans notre composant principal, on va faire un compute unread. C'est un truc que j'ai déjà préparé pour faire juste le diff entre ce qui est lu et ce qui n'est pas lu. Et je le passe ici, je sauvegarde. Et voilà. Donc on a bien le unread qui fonctionne avec tout notre composant. J'avais un dernier exemple, mais là on va pas avoir le temps. C'était juste pour vous montrer. Là c'est une petite horloge comme ça qui tourne, donc c'est joli, joli. Et c'est le seul truc que je voulais vous montrer là-dedans qui est intéressant, c'est que en fait React, il peut faire aussi du SVG, comme un nœud SVG, c'est un nœud du DOM classique avec juste un namespace. On peut écrire du graphique directement dans le DOM avec React et faire de l'animation, du ce que vous voulez. Il y a des super librairies qui existent déjà autour de ça. Donc voilà, c'est juste génial. Donc, en conclusion, React, c'est cool, c'est super. Vous devrez tous l'essayer. Et puis, voilà, j'ai rien de plus à dire. Merci de votre attention.